Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre série Striptease. Alors, comme vous l'avez vu, on a le plaisir d'être aujourd'hui à la boutique Grand Seiko de la place Vendôme, que vous voyez évidemment dans le fond. Donc, il y a des petites choses qui bougent, c'est très sympathique, c'est très dynamique. Et aujourd'hui, on va honorer le mouvement mécanique chez Grand Seiko, qui s'appelle le mouvement 9S. En vous rappelant un petit peu qu'est-ce que le calibre mécanique chez Grand Seiko depuis la création de la première Grand Seiko en 1960 jusqu'à aujourd'hui avec son lot de technologies, son lot de complications et tout cela à l'occasion du 25e anniversaire de ce célèbre calibre 9S. D'introduction, je ne pourrais que vous recommander d'aller regarder à nouveau ou regarder pour la première fois la vidéo que l'on avait fait chez Ergon pour vous présenter l'histoire de Grand Seiko, ainsi que la vidéo Heads Up que nous avons réalisée avec Cyril Turban qui travaille chez Grand Seiko Europe et qui nous parlait de la grammaire du design chez Grand Seiko. Sans vous refaire toute l'histoire de la première Grand Seiko en 1960 qui est née de la compétition plutôt saine entre deux lieux de création et de production de montres, Daini Seikosha et Suwa Seikosha au Japon. Le premier mouvement qui équipe cette Grand Seiko en 1960 est le calibre 3180 qui présente déjà de très sympathiques caractéristiques. J'entends par là le Dia-Shock. Alors le Dia-Shock, c'est un petit système qui vient équiper le régulateur de la montre et qui permet en fait, en cas de choc, de venir avoir le moins d'incidence possible sur la marche de la montre. Donc si vous voulez, on pourrait le rapprocher à l'anti-choc suisse. En termes de précision, à l'époque, ce premier calibre 3180 il signe déjà une variation de plus 12 à moins 3 secondes par jour, ce qui est plus que correct à l'époque et ce qui nous permet aussi par la suite de vous reparler de chronométrie chez Grand Seiko. Aussi, si on parle de chronométrie, cette première Grand Seiko de 1960 est aussi la première montre japonaise à être conforme au bureau officiel de contrôle de la marche des montres en Suisse, qui était à l'époque un célèbre office pour le contrôle de ces montres. Là, je viens exactement de répéter la même chose dans la même phrase, mais en tout cas, vous avez l'idée. Parlons peu, parlons bien, parlons mouvement. En 1967, on découvre la première Grand Seiko automatique qui n'est d'autre que la 62 GS avec les deux premiers mouvements à l'intérieur. Le premier avec la date, le second avec le jour et la date. Également, l'établissement du premier standard de chronométrie propre à Grand Seiko qui permet en fait d'effacer la mention chronomètre sur les cadrans qui était quelque chose à rapprocher de la Suisse et là de créer en tout cas le Grand Seiko standard qui est vraiment le contrôle en interne de la marche des montres au Japon. Et 1968 est une date importante à retenir puisque c'est l'introduction de la haute fréquence avec 36 000 alternances par heure chez Grand Seiko. Alors pour les connaisseurs, vous aviez aussi certaines montres alors qui étaient produites en tout petite quantité qu'on appelle les VFA, Very Fine Adjusted, qui étaient des montres qui étaient encore poussées encore plus dans la précision et dans le dépassement de standards de chronométrie chez Grand Seiko dans ces années-là. En 1968, donc en plus de la haute fréquence sur un calibre automatique, on a la haute fréquence aussi sur un calibre mécanique à remontage manuel. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans les années 60, on a quelque chose qui est très répandu en Suisse et qui était déjà répandu bien avant avec les montres de poche, les chronomètres de marine notamment, c'est le fait d'avoir des concours d'observatoire à Neuchâtel par exemple, où tout simplement plusieurs marques de montres vont présenter à ce concours-là des mouvements mécaniques et on va leur faire plein de tests dans différentes positions à différentes températures pour voir lesquels ont les meilleurs résultats. À la fin, on fait des classements et évidemment après on le met, les marques en parlent, le mettent en avant pour montrer la précision la plus importante de leur montre. Et c'est là justement que petit à petit, Grand Seiko va prendre une place prépondérante dans ces concours justement qui vont se dérouler de 1963 à 1968. Par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, en 1968, les résultats arrivent et Grand Seiko a les mêmes performances chronométriques qu'Omega en 1967. Donc on voit déjà que une partie du chemin a été faite au Japon chez Grand Seiko en termes de chronométrie. Ce qu'on voit aussi dans ces concours d'observatoire, c'est que les mouvements à quartz prennent une place de plus en plus importante. Alors les premières places à l'époque sont remportées par les mouvements Beta 1, qui deviendra par la suite Beta 21, et juste après les mouvements Seiko à quartz. Donc c'est un triomphe du quartz. C'est pour ça que très rapidement, au milieu des années 70, la collection Grand Seiko va être mise entre parenthèses jusqu'à la fin
des années 80 parce que la montre qui doit être la montre mécanique la plus fiable, la plus précise, avec en fait des garanties de caractéristiques assez exceptionnelles, du coup ça ne correspond plus avec l'idée d'une montre à quartz. Donc du coup, on met simplement la collection Grand Seiko entre parenthèses jusqu'en 1988. Alors en 1988, la collection revient timidement avec justement un mouvement à quartz. Donc encore une fois, ça n'a pas énormément de sens et on va devoir dédier des familles, des grandes familles de mouvements chez Grand Seiko pour remettre véritablement cette collection sur le devant de la scène. On pense par exemple en 1993 avec la famille de mouvements à quartz 9F et justement en 1998 avec la présentation de la famille de mouvements de la série 9 et plus particulièrement donc les mouvements des calibres 9S qui seront mécaniques, sont soit remontage manuel, soit remontage automatique. Et à partir de ce moment-là, en 1998, vraiment c'est le retour de Grand Seiko en termes donc de montres et aussi en termes de mouvements mécaniques pour équiper cette très jolie montre. Donc 98 signe véritablement le retour de la collection Grand Seiko, bon, qui existait déjà depuis évidemment 1988, enfin qui avait repris le cours de son activité tranquille depuis 1988, avec vraiment des calibres mécaniques dédiés. Si vous posez la question du chiffre 9 pour le choix de nom de cette famille de calibres, c'est parce que déjà le chiffre 9 en termes de calibre, dans le groupe Seiko en tout cas, c'est le chiffre le plus élevé, donc c'est aussi pour tout de suite annoncer la couleur de des caractéristiques de la qualité la plus élevée, mais aussi parce que le chiffre 9 se prononce Q en japonais et que c'est proche du mot ultime. Voilà, toujours comme d'habitude un peu de poésie dans ce monde de brut. Donc en 1998, on a l'introduction des deux premiers calibres de la famille 9S, avec le 9S 51 sans date et le 9S 55 avec date. Déjà deux très beaux mouvements avec une belle réserve de marche de 50 heures qui était déjà supérieure aux réserves de marche qu'on pouvait trouver à l'époque dans des calibres suisses, on va dire, standard, et une précision chronométrique de +5, -3 secondes par jour, ce qui est déjà en fait très très fort en 1998. En 2001, on va voir l'introduction du premier calibre 9S à remontage manuel qui présente toujours la belle réserve de marche de 50 heures. Alors évidemment, ce qui est sympathique dans l'évolution de cette famille 9S, c'est qu'il va y avoir petit à petit des complications qui vont venir, comme en 2002 avec l'introduction du calibre 9S avec la fonction GMT et qui permet pour la première fois chez Grand Seiko l'affichage d'un second fuseau horaire, d'une fonction GMT en tout cas dans l'histoire de la marque. Prochaine date intéressante, en 2006, on pousse la réserve de marche de 50 heures à 72 heures, donc on passe vraiment dans des standards qui sont des standards Grand Seiko très élevés par rapport en fait à la compétition qu'on peut avoir à l'époque, même s'il y a des très beaux mouvements, on est quand même directement de base propulsé à une réserve de marche de 72 heures, ce qui est vraiment exceptionnel. Et pour ce calibre 9S 67, on a l'affichage de la réserve de marche directement sur le cadran. Personnellement, j'apprécie beaucoup l'année 2009 parce que c'est le retour de la haute fréquence chez Grand Seiko. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, 1968 avait vu les premiers mouvements chez Grand Seiko avec la haute fréquence, mais après cette pause et le retour des calibres incroyables 9S en 1998, c'est le retour, le premier grand retour de la haute fréquence, ça se fait en 2009 avec la présentation du calibre 9S 85. Alors sans vous refaire toutes les petites modifications de calibre qu'il y a eu dans ces années-là, il faut juste savoir qu'évidemment le GMT après a connu sa haute fréquence. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment eu un développement de 1998 jusqu'à nos jours de calibre mécanique 9S chez Grand Seiko avec des caractéristiques toujours plus poussées pour arriver vraiment aujourd'hui à des montres classiques de série en collection qui présentent des caractéristiques très sympathiques, notamment en réserve de marche, mais aussi en spiro, etc., comme je vous en parlerai juste après. Après 2009, mon année préférée pour le retour du high beat dans un calibre de la famille 9S, c'est vraiment l'année 2020 qui va être importante. En effet, on voit l'apparition du calibre T0, donc de tourbillon à force constante, qui est vraiment, alors là, un achèvement exceptionnel chez Grand Seiko. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une vitrine technologique et ça ne va pas être introduit dans une montre. Et la pièce Kodo, que je vous remets juste ici, vous pouvez aller évidemment vous abreuver du savoir de cette montre complètement exceptionnelle au mouvement révolutionnaire qui avait donc été présenté en 2020, avec son échappement à force constante, son tourbillon et juste un design et une architecture assez exceptionnelle. On ne peut pas parler de 2020 sans parler du calibre 9S à 5, qui est vraiment le calibre high beat de nouvelle génération, qui passe de 55 heures de réserve de marche à 80 heures de réserve de marche avec l'utilisation de barillet jumeaux. Donc on arrive véritablement à un perfectionnement du calibre 9S très récemment. Donc ça, c'était vraiment pour faire un peu une frise chronologique des
typologie de mouvements de la famille 9S qu'on a pu trouver depuis la fin des années 90, mais on ne pourrait pas, dans cette vidéo, parler du calibre 9S sans parler des technologies qu'il démontre. Notamment le fait d'avoir créé en 1964 l'alliage Spron, qu'un alliage de cobalt et de nickel qu'on retrouve à la fois dans le ressort moteur, donc le ressort de barillet, mais aussi dans le ressort spiral, donc le ressort du régulateur, qui sont produits en interne, fait assez exceptionnel encore aujourd'hui. Donc cet alliage, le Spron de cobalt et de nickel, permet, au-delà d'avoir une meilleure élasticité, une meilleure robustesse dans ces ressorts, d'augmenter le nombre de spires et ainsi d'obtenir une meilleure réserve de marche au sein de la montre. Aussi, puisque je vous ai parlé plus en avant dans cette vidéo du grand Seiko standard qui vient dans les années 60 remplacer, effacer même la mention de chronomètre sur les cadrans pour créer son propre standard, va évidemment évoluer dans le temps depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle d'une montre qui a reçu donc le grand Seiko standard, c'est qu'elle a été testée dans une période de 17 jours, dans 6 positions différentes et avec 3 températures différentes. Voilà, pour que les standards soient toujours plus rigoureux au sein de la manufacture pour tous les mouvements, en tout cas de la famille 9S, qui vont sortir des ateliers. Enfin, comment ne pas parler aussi des finitions sur ces mouvements de la famille 9S qui fête aujourd'hui leur 25e anniversaire. Alors évidemment, il faut en parler. Depuis justement l'introduction en 2020 du mouvement 9S A5, on a eu des finitions qui ont été encore plus poussées. On retrouve de l'anglage sur certaines pièces du mouvement, des côtes de Tokyo, parce qu'évidemment, on ne dit pas des côtes de Genève ni des côtes de Glashütte. Voilà, à chaque pays, sa côte. Et donc, c'est évidemment des détails très importants qu'on trouve quand on regarde la montre. Même les gravures sur la masse oscillante sont superbement faites. On peut la regarder à la loupe et prendre beaucoup de plaisir. Donc voilà, en conclusion, j'espère que vous aurez compris un peu toute l'histoire des mouvements mécaniques chez Grand Seiko depuis l'introduction de la première Grand Seiko en 1960 et comprendre pourquoi en fait le 25e anniversaire de la famille de calibre 9S avait son importance. Aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un standard de précision, un standard de rigueur mécanique, un standard de technologie dans ces mouvements mécaniques depuis 1998 qui est vraiment exceptionnel. Et il faut le dire parce qu'on vous parle tout le temps des cadrans, de poésie, du polissage Zaratsu, vraiment de ces qualités de finition sur les boîtiers, sur les aiguilles qui sont évidemment très importants. Mais même si on parle toujours de réserve de marche assez sympathique, etc., il faut vraiment comprendre d'où provient l'exercice de calibre de manufacture chez Grand Seiko. Et il est vraiment poussé, il est vraiment très important. Et voilà, aujourd'hui, 25 ans de vie pour ce calibre 9S, ce fait, c'est une question qui ne se pose même pas. Et donc voilà, si à ses tout débuts, Grand Seiko essaie vraiment de se focaliser sur la façon dont faisaient les Suisses pour faire des mouvements de qualité, elle a très rapidement compris qu'elle allait instaurer son propre standard de qualité, son propre standard de chronométrie au Japon. Et évidemment, depuis, elle a ébloui le monde entier avec ces calibres-là et ces degrés très importants de rigueur dans la fabrication. Donc en fait, ce 25e anniversaire, c'est aussi la démonstration de ces savoir-faire qui sont vraiment propres à Grand Seiko, propres au Japon et que nous, on apprécie personnellement beaucoup. Merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de notre série Striptease. On espère qu'elle vous a plu. Elle était un petit peu dense, mais en même temps, il faut être précis quand on parle de mouvements et surtout de mouvements de cette qualité-là. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous très bien. Merci, on vous aime beaucoup.